Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve de nouveau pour un bilan lecture. Et oui, ça fait un moment que je ne suis pas venue vous voir. Tout simplement parce que on a, ma mère et moi, comment dire, réaménagé donc mon espace. Comme vous le savez, je m'étais acheté un nouveau bureau donc pour mon Noël. Et en fait, quand on est rentré de nos vacances, de Noël, on a, ma mère et moi, enlevé donc le haut de mon ancien bureau parce que mon ancien bureau était en 2 parties. Donc on a commencé par le haut de mon ancien bureau et puis, après donc on a, fait mon nouveau bureau. Donc on a essayé de tout bien assembler les pièces, ce qui nous a pris un temps monstre. Parce que, ce qu'il faut savoir, c'est que chez IKEA, ils nous donnent, beaucoup de vis et qu'il faut comprendre, leur, plan, tout simplement. Donc ça nous a pris, pas mal de temps et ben, tout le temps, où j'ai fait ça, j'ai eu, très peu le temps de lire. Donc c'est pour ça que j'ai mis aussi du temps, parce que, ben, j'ai, quand même lu mes 4 livres et dans ces 4 livres, j'avais quand même pas mal de bricasse. Et donc, une fois que mon nouveau bureau a été, assemblé, il a fallu qu'on enlève mon ancien bureau, donc le bas de mon ancien bureau, ce qui n'a pas été, une mince affaire, vu qu'il y avait, vraiment des gros vis, qu'on n'arrivait pas à enlever. Donc du coup, on a essayé de le tordre un peu, de le casser et on a fini par, s'en sortir. Donc après, il a fallu tout descendre et tout mettre au garage. Donc ça nous a pris pas mal de temps. Faut dire que moi et ma mère, on était, un peu écœurés de tout ça, donc il fallait vraiment, en finir. Heu, voilà, ma mère, elle voulait vraiment, qu'on comment dire? Qu'on en finisse avec tout ça pour être tranquille. Elle a dit, «À un moment donné, il faut qu'on mette ton nouveau bureau parce que tu peux pas rester avec, ton ordinateur par terre». Donc on a, vraiment tout fait, pour que tout soit bien. Et donc voilà, donc je vous retrouve donc aujourd'hui, donc là, mon ordinateur est sur mon nouveau bureau, donc tout va bien. Alors il est toujours aussi grand, que l'autre, sauf que, bah, là c'est en une partie, hein, il n'y a pas une deuxième partie et en fait mon ancien bureau faisait un, comment dire? Comme une petite vague et là en fait, tout est bien droit, avec, ce nouveau bureau donc c'est beaucoup mieux. Il y a un peu plus d'espace quand même. Je respire un peu mieux, dans cette chambre et après il y aura, l'arrière à faire. Donc pour mon anniversaire, je vais avoir une nouvelle étagère, voilà, qui va remplacer ma télé. Comme ça, je pourrais mettre sur cette étagère, alors si je peux, je vais tout faire pour, je vais mettre ma télé, et ma Play dessus et puis comme ça, je pourrais peut-être, si Dieu le veut, mettre des livres, sur cette fameuse étagère, qu'on achètera à, Conforama. Voilà, alors si tout va bien, si on arrive à trouver, il faut encore qu'on trouve, une qui soit pas trop grande parce qu'en fait, j'ai mesuré au niveau de la longueur au niveau de mon mur et il ne fait que 60,5, donc pour trouver un meuble qui fait 60,5, de longueur et au niveau de la hauteur, je sais pas. Encore, va falloir que je mesure pour savoir à peu près, quelle hauteur mettre, ça va pas être évident. Et puis en plus que je vais mettre, ma télé et ma play dessus, et je vais rajouter des livres. Parce que le but quand même c'est d'enlever tous les cartons qu'il y a dans la chambre de mes parents, pour que ça puisse, redevenir une chambre, convenable. Voilà, et pour que je puisse ranger tous les livres que j'ai, dans les cartons. Voilà. Et puis après donc on va, se débarrasser du meuble là que j'ai derrière, là où il y a mon poisson rouge, donc là. Comme ça, après je mettrai, donc plusieurs bibliothèques. Je vais essayer de voir pour moi ce que je voudrais c'est en fait, c'est une bibliothèque où je puisse mettre mon poisson rouge pour qu'il puisse rester dans ma chambre. Je veux vraiment qu'il reste dans ma chambre, donc il faudrait que je trouve une bibliothèque qui puisse, voilà, soutenir, cet aquarium, que je vais finir par changer aussi parce qu'il devient vieux. Ça fait des années que je l'ai et voilà, faudrait que je change aussi ça. Mais ça, on le fera au fur et à mesure. Voilà, un peu pour toutes les nouvelles, donc on fait ça, tout doucement mais sûrement.
Et puis, bah, au bout d'un moment, ça va aller, hein, on va s'en sortir. Alors, donc aujourd'hui, je vous retrouve donc pour un nouveau bilan lecture. Comme je vous l'ai dit, vu que j'ai lu enfin mes 4 livres, alors ces 4 livres totalement différents les uns des autres. Donc, pour mon premier livre, donc je vais vous présenter donc le livre de H.D. Carlton, L'ombre d'Adeline, aux éditions La Roncière. Donc c'est le tome 1, je pense que ça doit être une duologie, vu qu'il y a le deuxième qui est sorti depuis un certain temps maintenant, que je n'ai pas. Je voulais vraiment lire celui-là pour voir si j'allais apprécier l'histoire pour après m'acheter le deuxième et puis continuer cette histoire. Vu que nous sommes là dans de la dark romance, dans de l'érotisme. Alors, dans cette histoire, nous sommes avec Adeline. Adeline qui est romancière, qui a 27 ans, qui vient de recevoir en héritage donc un manoir qui appartient à sa famille depuis des générations. Voilà, donc sa grand-mère lui a légué. Et elle vient donc de récupérer ce manoir. Alors sa mère n'est pas forcément très, comment dire, très joyeuse qu'elle ait récupéré ce manoir, vu que sa mère aurait voulu qu'elle le démolisse. Donc on sent bien qu'il y a déjà quelque chose derrière ce refus qu'elle reçoive ce manoir en héritage. Mais on ne sait pas encore ce qu'il y a derrière ça. Et en fait, Adeline, elle s'en fout, elle, que sa mère ne veuille pas qu'elle récupère ce manoir, vu qu'elle est majeure et vaccinée et qu'elle compte emménager dedans. Elle compte faire des travaux pour que ce manoir reprenne vie, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'Adeline a vécu une grande partie de son enfance dans ce manoir, vu que ce n'est pas sa mère qui l'a élevé, enfin ses parents qui l'ont élevé, mais sa grand-mère. Voilà, donc elle y a passé de très très bons moments et c'est pour ça voilà, qu'elle a voulu récupérer ce manoir. Donc Adeline est une romancière à succès et elle écrit des histoires lambda, hein, voilà, elle a son petit succès auprès de jeunes gens. Et en fait, en vivant dans ce manoir, elle va se rendre compte qu'il y a un homme qui la regarde à travers sa fenêtre, qui l'observe, et elle va trouver ça vraiment très très bizarre. Elle va vraiment avoir peur de cet homme, et on va faire la connaissance de cet homme qui s'appelle Zad, qui a un côté sombre et un côté un peu plus chevaleresque, si je peux dire ça comme ça. Vu que Zad il détient une entreprise, une entreprise très particulière. Il a des employés qui sont des hackers qui ont comme fonction comment dire, de hacker des ordinateurs, donc, pour pouvoir sauver des jeunes filles, des jeunes femmes, des petites filles qui ont été enlevées par des hommes qui sont sans scrupules, des hommes qui ont de l'argent, des hommes riches, qui ont de l'argent, qui kidnappent ces jeunes filles, qui leur font subir des choses affreuses, voilà, qui les violent, qui les frappent, voilà. Et donc Zad, lui, sa mission, ce qu'il veut, c'est, comment dire, détruire ces hommes, récupérer ces jeunes filles, ces jeunes femmes, pour pouvoir leur redonner une vie, les ramener à leur famille, pour qu'elles oublient ce qu'elles ont subi, voilà, durant ces enlèvements. Donc ça, c'est le côté clair, voilà, de Zad. Sauf que Zad a un côté beaucoup plus sombre, et en fait, ce côté beaucoup plus sombre, c'est par rapport à Adeline. Il va rencontrer Adeline par, par un concours de circonstances. Adeline, elle, est en pleine, en pleine séance de dédicace dans une librairie.
Et en fait, Zad va passer devant cette librairie et il va voir le visage, d'Adeline, sur une affiche. Et là, il va tomber, des nues en voyant ce visage. Voilà, il va tomber amoureux de ce visage et il va, entrer dans cette librairie. Il va voir, le vrai visage d'Adeline et là, bah, encore plus quoi, il va tomber encore plus amoureux d'elle. Comme ça d'un seul coup et il va se mettre dans la tête, qu'Adeline est, la femme de sa vie, qu'elle, sera, plus tard sa femme, la mère de ses enfants. Il faut qu'elle lui appartienne, voilà. Donc il va tout faire pour, heu, comment dire? Pour qu'elle l'aime lui et pas un autre. Donc il va pour cela, demander, à ses employés d'espionner, Adeline pour, pour qu'il puisse lui la surveiller, savoir ce qu'elle fait, avec qui, où elle va, enfin voilà, il va totalement l'espionner. Et en fait, un jour il va oser, il va, entrer chez elle et malheureusement, il va y avoir une scène, qui comment dire? Heu, bah, en gros, il va, violer Adeline, voilà, qui, hem, elle va, ne pas supporter, ce viol, bien évidemment, mais à un moment donné, son corps va répondre à ce viol et malheureusement pour elle, elle va détester que son corps réponde à quelque chose qu'elle ne veut pas. Voilà, elle va avoir un orgasme, malheureusement et ça va, totalement, la perturber. Mais d'un autre côté, hem, le fait que Zad, comment dire? La surveille, qui l'essaye, heu, de la connaître, mais d'une façon assez particulière, hein, je tiens à vous le dire. Ça va, jouer, en sa faveur. Parce que Adeline va finir par se rendre compte, hem, qu'il n'est pas, si comment dire? Pas si sombre que ce qu'il en a l'air. Voilà et ça va cette histoire va, finir, heu, comment dire? Hem, par une histoire elle va finir par tomber amoureuse de lui, en fait et lui, c'est ce qu'il veut. Il veut qu'elle tombe amoureuse de lui, il veut, qu'elle, voilà, non seulement qu'elle tombe amoureuse de lui, mais qu'elle veuille, l'épouser et qu'elle veuille avoir des enfants de lui. Alors qu'elle, bon, elle commence tout doucement à tomber amoureuse de lui, mais de là à, l'épouser et à faire un enfant avec lui, il y a quand même une grosse marge et en fait, le fait que, comment dire? Que Zad la surveille et tout, ça va d'un autre côté aussi la protéger parce que Zad va se rendre compte que des hommes, lui veulent du mal et ça, il n'arrive absolument pas à le supporter et c'est pour ça qu'il veut, c'est pour ça qu'il l'espionne aussi. C'est pour, d'un autre côté la protéger mais c'est une protection assez étrange, voilà. Mais alors j'ai beaucoup aimé ce livre, j'ai bien aimé la plume de l'autrice, j'ai bien aimé la façon dont elle racontait son histoire et on va se rendre compte, que, Adeline, va, en habitant dans ce fameux manoir familial, elle va, déterrer des secrets, relativement sombres, sur sa famille, sur l'histoire de sa famille et ça a été vraiment très intéressant parce qu'il y a un petit côté aussi, policier, dans ce livre, voilà et ça j'ai beaucoup aimé aussi. On comprend le passé, d'Adeline, le passé de sa famille, on comprend pourquoi sa mère, n'a pas voulu, qu'elle garde, ce manoir, pour elle, parce qu'il y a, des secrets qu'il ne vaut peut-être pas mieux déterré, mais Adeline, ne va avoir de cesse que de comprendre, l'histoire, de sa famille, de sa grand-mère, de son arrière-grand-mère, voilà
ça a été vraiment une très très bonne histoire pour moi. Voilà, donc je lirai le deuxième avec grand plaisir quand je l'achèterai. Le jour où je l'achèterai, parce que je vais pas l'acheter tout de suite. Avec tous les livres que j'ai à lire, je pense que voilà, j'ai encore pas mal de marge. Donc voilà, donc si vous avez envie de lire ce livre, si vous aimez les dark romances, comment dire, les romans qui parlent d'enlèvement, qui parlent... Alors, il y a des petites scènes de sexe, mais c'est pas le fond de l'histoire. Voilà, il n'y a pas que ça dans cette histoire. On parle vraiment des enlèvements de jeunes, de la traite d'êtres humains. On parle, alors certes, dans le livre, Zad, à un moment donné, viole Adeline, mais c'est compliqué parce que pour lui, en fait, c'est pas vraiment un viol. Donc, il a un petit peu de psychopathe, voilà. Il a un petit côté psychopathe, mais ça finit que Adeline, comment dire, bah, elle va finir par tomber amoureuse de lui, en fait, parce que euh, même si la première scène est un viol, les autres scènes sont vraiment comment dire, des scènes d'amour vraiment consenties. Voilà, il y a vraiment que la première scène qui est vraiment crue. Et je me suis dit vraiment là l'autrice elle va fort, mais il fallait ça pour nous faire après comprendre l'histoire. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien. Voilà. Elle nous fait comprendre le côté sombre de Zad, après son côté un peu plus justicier, si on peut dire ça comme ça. Et on comprend aussi le comportement d'Adeline et la façon dont elle a de vouloir déterrer les secrets de sa famille, tout ça. Je trouve que c'est... Il n'y a pas que des scènes de sexe, il n'y a pas que des scènes avec la traite, je vais y arriver, d'êtres humains. Mais il y a de très beaux thèmes abordés dans ce livre et ça finit vraiment avec un cliffhanger qui donne envie de se lancer dans le deuxième tome parce qu'on a envie de savoir ce qu'il va arriver pour la suite entre Zad et Adeline. Voilà. Donc, L'ombre d'Adeline, le livre 1 de H.D. Carlton aux éditions Roncière. Ensuite, donc, je me suis lancée dans de la romance historique, si on peut dire ça comme ça, avec le livre de Lucinda Riley, La rose de minuit aux éditions Charleston. Dans cette histoire, nous allons plonger dans l'histoire avec un grand H. Voilà. On va plonger dans un passé présent. On va être dans plusieurs temporalités différentes. On va être avec Rebecca Bradley, pardon, qui est une jeune actrice qui va arriver en Angleterre pour tourner un film dans une magnifique demeure qui s'appelle Asbury Hall, qui est une demeure anglaise qui a comment dire, qui a son passé. Voilà, il y a un passé relativement trouble qui habite ces murs. Rebecca va un jour, en allant dans la bibliothèque de cette demeure, se rendre compte qu'elle ressemble trait pour trait à la grand-mère, voilà, à la grand-mère de l'actuel propriétaire des lieux, voilà. Et ça va vraiment la troubler, cette histoire. Elle va vouloir comprendre pourquoi est-ce qu'elle ressemble à cet ancêtre-là, alors qu'elle sait pertinemment qu'elle ne fait pas partie de cette famille. Et on va être dans un deuxième temps avec un jeune hindou qui est à la recherche des origines de sa famille. Voilà, sa grand-mère vient de mourir et donc elle va lui demander de retrouver la trace de son fils qui est décédé il y a très peu de temps de cela.
Voilà, elle va lui remettre la date de sa mort et aussi l'acte de décès qu'on lui a donné en 1900, 1911, enfin dans les années 1900, en 1919. Voilà, 1919, 1920. Voilà, on lui a donné l'acte de décès de son fils, mais pendant des années, elle n'a pas cru à sa mort. Et en fait, un soir, elle va, comment dire, sentir que son fils est réellement mort. Voilà. Et donc, elle va demander à son petit-fils, son arrière-petit-fils, de bien vouloir, comment dire, je vais y arriver, de bien vouloir, je vais pas y arriver. En fait, elle va remettre à son petit-fils un manuscrit, voilà. Dans ce manuscrit, il y a toute l'histoire de son arrière-arrière-grand-mère. Voilà. Elle va lui demander de le lire et de bien vouloir retourner là où elle a vécu. Donc, elle a vécu donc en Inde et en Angleterre, où elle a fait des études. Elle a été dans une école anglaise privée. Et donc, ce petit-fils va tout simplement lire son histoire et il va arriver en Angleterre, donc à Asbury Hall, où il va faire la connaissance de Rebecca et où il va se rendre compte que le propriétaire a un lien donc avec son arrière-arrière-grand-mère. Il va essayer de comprendre ce lien, donc il va faire lire ce manuscrit à l'actuel propriétaire des lieux, sauf que le propriétaire est assez spécial, donc il va lire son histoire. Ça va lui rappeler des souvenirs assez troubles. Il ne va pas du tout aimer ça. Et nous, donc, nous, en lisant cette histoire, on va retourner donc, dans le passé, avec l'arrière-arrière-grand-mère de cet homme, donc de cet hindou. On va comprendre l'histoire de son arrière-arrière-grand-mère. On va arriver en Inde avec donc son arrière-arrière-grand-mère s'appelle Anaïta, si je ne me trompe pas. Ouais, Anaïta, donc qui vit en Inde avec ses parents. Malheureusement, son père va décéder. Et donc elle va vivre toute seule avec sa mère qui va essayer de s'en sortir. Elle va devenir la dame de compagnie d'une princesse. Et au fil du temps, donc un jour, pendant un événement où tous les Maharajas vont se réunir pour une grande fête, elle va rencontrer une jeune fille, elle va devenir amie avec cette jeune fille qui n'est autre qu'une autre princesse d'un autre Maharaja. Et en fait, cette jeune, sa jeune copine, la copine d'Anaïta, va vouloir qu'elle vive avec elle et ses parents pour qu'elle reste amie à vie. Ce qui va se passer, donc ses parents vont en discuter avec la mère d'Anaïta. Ils vont lui dire que leur fille est devenue très amie avec sa fille et que sa fille voudrait qu'elle vive avec elle et bien évidemment qu'elle la suive un peu partout. Et bien évidemment, c'est les parents donc de cette jeune fille qui vont payer que ça soit les études, les habits, qui vont la nourrir, qui vont voilà, ils vont vraiment prendre soin d'elle vu qu'ils ont de l'argent pour ça. La maman d'Anaïta va accepter, voilà. Et donc nous on va suivre Anaïta qui va donc passer de l'Inde à l'Angleterre, qui va faire ses études en Angleterre et il va arriver certaines choses. Elle va tomber amoureuse, son amie princesse aussi va tomber amoureuse et il va se passer des choses et on va comprendre comment est-ce qu'Anaïta donc de l'Inde est arrivée en Angleterre et comment elle est arrivée à Asbury Hall et comment est-ce qu'elle a comment dire vécu tout ça parce qu'il va y avoir donc la Première Guerre mondiale qui va arriver et donc elle va la vivre cette Première Guerre mondiale
et comment est-ce que de l'Angleterre elle est retournée en Inde et pourquoi. Pourquoi on a dit que son fils était décédé, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on lui dise que son fils était décédé, alors qu'elle, elle sait au plus profond d'elle que son fils n'est pas mort, parce qu'Anaïta a un don assez spécial. On va comprendre tout ça dans cette histoire et ça a été pour moi une magnifique histoire. Voilà, j'ai été agréablement surprise, surtout à la fin. La fin est assez surprenante et très très surprenante. La fin m'a beaucoup plu. Je m'attendais pas à ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas vraiment de rebondissement en fait dans cette histoire, à part qu'on suit la vie d'Anaïta quand elle a été plus jeune. Mais vraiment, les vrais rebondissements arrivent vraiment à la fin de ce livre. Et c'est de très beaux rebondissements. C'est une très très belle histoire que j'ai beaucoup aimé lire. J'ai aimé retrouver la plume de Lucinda Riley, qui écrit toujours aussi bien. Voilà, j'ai aimé ce livre, connaître cette histoire. Euh, voilà, j'aime toujours autant Lucinda Riley. Voilà, donc si vous avez envie de connaître cette histoire, n'hésitez surtout pas parce que ça vaut vraiment le détour. Donc Lucinda Riley, La Rose de Minuit, aux éditions Charleston. Ensuite, donc, je suis partie dans toute autre chose. Je suis partie dans un thriller avec René Manzor, L'ombre des innocents, éditions Calman Lévy Noir. Donc dans ce thriller, nous retrouvons donc Marion Scriba, qui est une romancière qui habite à Paris. Alors, elle n'a pas, comment dire, le succès qu'elle voudrait. Et du coup, elle va s'en plaindre à son éditeur. Sauf que le jour où elle va se plaindre à son éditeur, les flics vont débarquer et ils vont tout simplement l'arrêter. Pourquoi est-ce qu'ils vont l'arrêter? Tout simplement parce que son ADN a été retrouvé sur une scène de crime dans le Vercors. Un enfant a été tué donc dans le Vercors et apparemment on aurait retrouvé ses empreintes sur l'arme du crime. Ce qui n'est pas vraiment possible vu que Marion était à Paris à ce moment-là, au moment du crime. Donc elle se demande pourquoi est-ce que son ADN a été retrouvé sur cette scène. Sauf que le temps qu'elle, comment dire, elle a beau crier son innocence, personne ne veut la croire. Donc elle n'aura qu'une solution, c'est d'essayer de s'évader. Et elle va réussir à s'évader le jour où elle va atterrir au tribunal pour se faire juger, tout simplement. Elle va réussir à s'enfuir et elle va donc, vous l'aurez deviné, tout simplement essayer de trouver le responsable de ces crimes-là, parce qu'il n'y a pas qu'un crime, il y en a plusieurs. Voilà, il y a plusieurs enfants qui ont été assassinés, mais il n'y aura que 2 enfants qui auront l'ADN de Marion sur eux et sur la scène de crime. Et donc Marion, ça va être en fait une course-poursuite entre Marion et la police. Donc la police va essayer d'attraper Marion et Marion, elle, va essayer de comprendre qui a bien pu mettre son ADN sur la scène de crime et qui lui en veut personnellement. Voilà. On va aussi être avec un agent d'Europol, donc Wing Hag, qui lui a travaillé à Europol pendant 12 ans, qui va être contacté donc, par la directrice de l'Europol, qui va vouloir tout simplement qu'il reprenne du service parce que Europol veut vraiment attraper Marion. Et donc du coup, Wim, je vais y arriver, va comprendre, va essayer de se mettre dans la tête de Marion et il va comprendre comment elle arrive à échapper à la police à chaque fois. Voilà. Ça a été une très belle histoire, très surprenante. Voilà, il y a des gros rebondissements qui arrivent. Au fur et à mesure de l'histoire, on comprend que Marion
cache quelque chose. Voilà, Marion a un secret. Marion cache quelque chose. On sait qu'elle sait, voilà, qui essaye de lui faire porter le chapeau par rapport à ses... Enfin, elle pense savoir qui essaye de lui faire porter le chapeau par rapport à ses meurtres. Sauf que on va être bien surprise de savoir qui c'est en fait. Va y avoir une grosse révélation dans Excusez-moi. Voilà. Va y avoir une grosse révélation dans cette histoire. Et voilà. Et ça va nous... Enfin, en tout cas, moi, ça m'a fait tomber des nues. Je ne m'attendais absolument pas à cette révélation-là. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire qui se lit vraiment très vite, hein. Voilà. Le livre n'est pas très long. Il ne fait que 300 un peu plus de 300 pages. Ça se lit très très vite. Alors moi, ça m'a pas fait... Parce qu'on dit que ce livre fait penser un peu à James Bond. Voilà. Moi, ça m'a pas fait vraiment penser à James Bond ou à Mission Impossible, non. Moi, ça m'a fait penser un peu à Liam Neeson. Je ne sais pas si vous connaissez cet acteur. Mais c'est celui qui a joué dans Taken 2 et Taken 3. Alors, je crois qu'il y en a que 3. Mais moi, ça m'a fait penser un peu à lui parce que ce qui arrive à Marion, ça aurait pu arriver à Liam Neeson dans ses films. Et je trouve que ça a été très très bien fait, voilà, par René Manzor. À savoir que René Manzor est un très bon romancier, qu'il est réalisateur et scénariste, qu'il a travaillé donc pour les plus grands comme Delon et Spielberg. Donc voilà, et René Manzor est le frère de Francis Lalanne. Voilà, en fait René Manzor s'appelle René Lalanne. Voilà. Donc, à savoir, c'est une petite info comme ça que je vous lance. Toujours est-il que moi, j'adore René Manzor. Il écrit vraiment de très très bonnes histoires. J'avais lu 2 livres de lui. J'ai lu Apocryphe. Donc là, on parle plus dans de la religion. Voilà. Et j'avais lu aussi Avif, qui est aussi un thriller et qui était aussi un très très bon livre. Et j'ai adoré donc me plonger dans cette histoire de l'ombre des innocents, que je vous recommande fortement si vous avez envie d'une petite lecture sans forcément trop réfléchir. Voilà. C'est une lecture où on n'a pas vraiment besoin de réfléchir, on se laisse porter. On est avec Marion, on est dans cette course-poursuite, on essaye de comprendre. Voilà, on essaye aussi de savoir ce que Marion nous cache parce que elle nous cache quelque chose, ça c'est sûr et certain. Et on tombe des nues quand on comprend le pourquoi du comment est-ce qu'elle en est arrivée là. Et ce qui peut aussi se passer pour ceux qui s'inquiètent pour les proches, en fait. Parce que Marion a un ex-mari et 3 enfants. Et malheureusement, c'est eux qui vont subir les conséquences de cette course contre la montre. Parce que les enfants vont voir leur mère à la télé. Leur mère va être accusée de tous les maux. Et donc, eux vont malheureusement subir à leur détriment, voilà, ce que leur mère, ce qui se passe par rapport à leur mère. Ce qui fait que du coup, ça va nous donner des scènes assez très touchantes, parce que ce sont de très jeunes enfants et au niveau scolaire, tout ça, ça va pas se passer comme, pardon, comme ça le devrait. Et l'ex-mari va tout faire pour essayer de protéger, et non seulement ses enfants, mais aussi de protéger son ex-femme, parce que bah, lui croit en son innocence, même ses enfants, hein, tout le monde croit en son innocence, sauf la police. Et voilà, et donc on est dans cette histoire, dans cette course contre la montre, on est avec Marion, on essaie de comprendre tout ce qui a bien pu se passer, et ça a été pour moi une très très bonne histoire, j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà. Donc si vous ne connaissez pas René Manzor, n'hésitez pas parce que c'est un très bon auteur. Donc L'ombre des innocents, donc de René Manzor, je le redis, aux éditions Calman Lévy Noir. Excusez-moi. Et en dernier, donc je suis partie dans toute autre chose. J'ai eu vraiment 4 lectures très différentes les unes des autres.
Et là, pour cette dernière lecture, donc je suis allée dans un roman fantastique. Donc, La maison aux pattes de poulet de Jenna Ross Nettercott aux éditions Albin Michel Imaginaire. Ce livre, je l'ai vu passer sur internet. Déjà, j'ai adoré la couverture. La couverture est magnifique. Voilà. Elle est sublime. Et l'histoire m'a beaucoup, comment dire, intriguée. Voilà. Donc, dans cette histoire, nous sommes avec deux personnes. On est avec un frère et une sœur, donc Bellatine et Isaac Yaga, qui ne sont pas proches. Ça fait des années qu'ils ne se sont pas vus. Et un héritage va les rassembler. Voilà. Il y a plutôt un notaire qui va les appeler en leur annonçant qu'ils ont hérité d'une maison, voilà, de leur arrière-arrière-grand-mère. Et ils doivent se retrouver donc à New York. Oh, pardon, j'ai eu un petit problème avec mon micro. Ils doivent se retrouver donc à New York pour recevoir cet héritage. Donc ils ne savent pas au départ que c'est une maison qu'ils vont avoir, ils vont la découvrir au port de New York. Voilà. Et donc ils vont découvrir cette maison aux pattes de poulet. Bellatine, elle la veut, cette maison. Donc ils rentrent dans cette maison, assez très étrange, mais ils vont rentrer dedans et Bellatine va tout de suite se sentir très très bien dans cette maison. Elle va la comprendre, elle va la vouloir. Sauf que son frère, du coup, lui dit, bah écoute, si tu veux la maison, bah il faut que tu rachètes ma part. Donc Bellatine dit ok, mais le problème c'est que je vais mettre du temps avant de pouvoir trouver l'argent pour racheter ta part. Et du coup, son frère va lui faire une proposition, il va lui dire, voilà, si tu veux l'avoir le plus rapidement possible, ce que je te propose, c'est de prendre la maison et de parcourir l'Amérique en imaginant... non, pas en imaginant. En... Comment dire? En créant, voilà, si on peut dire ça comme ça, en créant une pièce de théâtre pour faire venir du monde. Et comme ça, l'argent qu'on récoltera, bah écoute, ça sera pas de l'argent que tu auras, mais ça sera le prix de la maison, en fait, donc de mon héritage. Comme ça, une fois que tu auras tout l'argent, tu pourras garder la maison. Mais Latine, elle n'est pas très très chaude pour ça, parce qu'elle sait que son frère n'est pas quelqu'un de, comment dire, de très honnête, de très... Voilà, c'est pas quelqu'un sur qui on peut compter. Mais elle veut tellement cette maison, et elle sait que si elle attend pour l'avoir, elle sait que ça va durer des plombes, qu'elle ne l'aura pas tout de suite, qu'elle l'aura au bout de quelques années. Et ça, elle ne le veut pas. Elle veut tout de suite avoir cette maison, et pour l'avoir le plus rapidement possible, elle ne peut faire qu'accepter le marché de son frère. Donc elle va l'accepter. Et donc c'est comme ça que le frère et la sœur vont, tout simplement, grâce à la maison, donc parcourir l'Amérique en proposant donc une pièce de théâtre. Parce qu'il faut savoir que Bellatine et Isaac sont les enfants de célèbres marionnettistes. Voilà. Et donc, ils ont, comment dire, donc cet héritage de leurs parents, et ils vont recevoir donc une caisse de leur mère. Et dans cette caisse, donc, il y a des marionnettes. Et en fait, on va comprendre tout simplement que Bellatine ne peut pas toucher ces marionnettes. Parce que Bellatine a un don assez spécial. Voilà. Je ne vous dirai pas lequel. Tout ce que je vous dirai, c'est qu'elle a un don
qui pour elle est une assez grande malédiction. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que son frère a aussi un don, mais différent de celui de sa sœur. Lui, par contre, je vais vous le dire, parce que celui-là, on le sait dès le départ dans l'histoire, lui, il a comme don d'avoir la capacité, il a la capacité de prendre l'apparence des gens avec qui il parle. Voilà. Donc en parlant à des personnes, Isaac arrive à, comment dire, à intégrer donc leur mimique, leur façon de parler, leur apparence, enfin voilà, il arrive grâce à ça à prendre leur apparence et à s'inventer des vies, tout simplement. Et c'est ça qui lui permet de gagner sa vie. Parce que Isaac, il faut le savoir, est un vagabond qui va de ville en ville pour, euh, comment dire, prendre l'apparence de des personnes qu'il rencontre et qu'il organise des spectacles. Et donc, en fait, ces spectacles qu'il organise, ça l'aide à, à voler, voilà, à voler ces gens. Donc, il vole des portefeuilles, voilà, des montres, voilà, des choses comme ça, des bijoux sur les gens, en les, comment dire, en, ah, comment on dit ça, je sais plus comment on dit, en mettant, mettant leur attention ailleurs. Voilà. Donc les gens, euh, pendant qu'ils sont en train de regarder Isaac, lui, tranquillement, il pique donc les portefeuilles, les bijoux, voilà, les objets des gens. Voilà le don d'Isaac. Et Bellatine, elle a son don, ce don qui est là et qui dort. Voilà, son don dort. On va être aussi dans un deuxième temps avec comment dire, un autre personnage qui est beaucoup plus sombre, qui s'appelle Ombre Longue, qui lui poursuit la maison aux pattes de poulet pour une raison bien précise. La raison, je ne peux pas vous la dire. Voilà, tout simplement. La raison pour laquelle il poursuit cette maison, je ne peux absolument pas vous la dire. On le sait, mais tout à la fin du livre. Voilà, on comprend pourquoi est-ce que Ombre Longue poursuit cette maison. Et cette maison, donc la maison aux pattes de poulet, va, elle, nous raconter donc son histoire. Donc, comment est-ce qu'elle est devenue cette maison aux pattes de poulet? Elle va nous raconter son passé. Elle va nous raconter la famille qui a vécu dans cette maison et toute son histoire. Voilà. Et ça a été, comment dire, une histoire très spéciale parce que on part un peu dans tous les sens. On est avec, d'un côté, on est avec Bellatine et Isaac. D'un autre, on est avec Ombre Longue, qui lui est un esprit macabre qui s'insinue dans l'esprit des gens pour leur faire des actes assez terribles. Voilà. Et dans un troisième temps, donc on va être avec cette maison qui va nous raconter son histoire. Une histoire qui est magnifique. Voilà, c'est une très très belle histoire. Alors, ça va être la petite histoire dans la grande histoire. Donc l'histoire avec un grand H. Voilà. On va partir dans de l'historique sans s'en rendre forcément compte. Parce qu'on est dans du fantastique et dans de l'historique. C'est une très belle histoire qui nous est racontée là. C'est l'histoire des pogroms. Voilà. Si vous ne connaissez pas ce que c'est que les pogroms, vous allez sur internet, vous marquez pogroms, et vous saurez ce que c'est que des pogroms. Et c'est cette histoire-là qui va nous être contée. Et c'est une très très belle histoire. J'ai beaucoup aimé, même si j'avoue que ça partait vraiment dans tous les sens du terme. Je ne savais pas du tout où j'allais avec cette autrice. La seule chose que je savais, c'est que cette autrice a une magnifique plume qui se lit mais toute seule. Mais
j'arrivais pas à comprendre l'histoire. Je comprenais pas où est-ce qu'elle m'emmenait. Et c'est vraiment à la fin que j'ai vraiment compris euh, la métaphore qu'elle a voulu faire par rapport à cette maison, par rapport à Ombre Longue, par rapport à ce frère et cette sœur. J'ai vraiment tout compris à la fin et je me suis dit, mon Dieu, que c'est beau. Voilà. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé cette histoire. Si vous aimez les livres fantastiques, si vous aimez euh, les contes, si vous avez envie de lire une histoire qui finit en histoire avec un grand H, si vous avez envie de comprendre ce que c'est qu'un pogrom, lisez cette histoire parce que ça vaut le coup. Voilà, ça vaut vraiment le coup. Et en plus, l'autrice a une plume poétique. Elle a une très belle plume qui se lit toute seule. Donc, les plus de 500 pages, parce que ce livre fait plus de 500 pages, je crois qu'il fait 520 pages. Ouais, 520 pages, ça se lit vraiment tout seul. Faites-moi confiance. Si vous aimez le fantastique, si vous avez envie de faire fonctionner votre imaginaire, même sans forcément comprendre, mais cette histoire c'est comme un puzzle. Vous avez toutes les pièces devant vous et vous assemblez les pièces au fur et à mesure et ça vous donne une image d'ensemble et ça vous donne l'histoire en elle-même. Ce qu'il s'est passé dans le passé de cette maison, c'était juste magnifique. Voilà. Donc je vous le conseille très fortement. Donc La maison aux pattes de poulet aux éditions Alma Michel de Jenna Ross Nettercott. Alma Michel Imaginaire. Voilà. Voilà donc pour mon bilan lecture. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Je suis vraiment désolée si je n'ai pas été très très claire. Mais c'est assez compliqué de raconter des histoires qu'on a lues depuis un certain temps. Voilà. En ce moment, donc, je suis en train... Alors, j'ai à peine commencé. Je suis en train de lire le livre de Céline Guis, Le manuscrit perdu de Saint-Riquier, aux éditions donc Nord-Avril, que j'ai eu la chance de rencontrer. Donc, Céline Guis, bien évidemment, qui a eu la gentillesse de me dédicacer donc son livre. Voilà. Donc quand j'étais à Delémine, donc l'année passée. Voilà. Ça fait 1 an que j'ai ce livre et je suis à peine en train de le lire. Donc le manuscrit perdu de Saint-Riquier. Je vais lire ensuite le livre d'Audrey Brière, Les Malvenus, aux éditions Seuil Cadre Noir. Pareil, c'est une autrice que j'ai rencontrée donc au salon du livre de Delémine. Pardon. Et qui a eu la gentillesse de me dédicacer son livre. Voilà. Je vais lire ensuite donc Outaouais de Page Coban aux éditions M+ édition. Alors ce livre a été écrit à 6 mains. Voilà. Donc il a été écrit par Page Coman, Yann Manouk et Gérard Coquet. Voilà. Donc Outaouais. Et ensuite, j'ai l'intention de lire Ragnar Jonasson, La Dame de Reykjavik. Donc là, on est dans la trilogie intégrale. Donc on a La Dame de Reykjavik, L'île au secret et La dernière tempête. À savoir que j'ai déjà lu La Dame de Reykjavik, il y a quelque temps de cela déjà. Et comme ce livre est sorti en trilogie, je me suis dit, comme j'ai pas lu L'île de la tempête ni la dernière, L'île au secret, pardon, et la dernière tempête, je me suis dit autant acheter le livre intégral. En plus, il est magnifique. Voilà. Comme ça, au moins, j'aurai les 3 en un. Ça m'arrange. Comme ça, je connaîtrai enfin toute l'histoire par elle-même. À savoir que la Dame de Reykjavik, alors je me souviens plus trop de l'histoire à part la fin. Il n'y a que la fin dont je me souviens. Voilà. Donc, voilà pour mes 4 prochaines lectures. Alors, à vous dire que normalement, hein, j'aurais pas du tout dû lire ces livres-là tout de suite. Mais, franchement, pour vous dire la vérité, j'avais vraiment la flemme.
de regarder dans mes cartons. En fait, j'aurais voulu tout simplement lire les livres que je n'avais pas lus lors de mes vacances de Noël. Voilà. Je m'étais dit, je vais prendre mes livres que j'avais pris pour mes vacances de Noël. Je vais les lire, comme ça, moi, je les aurais lus. Sauf que, excusez-moi, je vais y arriver. J'ai été dans mes cartons et j'ai commencé à fouiller et franchement, je ne savais même pas où j'avais remis mes livres, donc j'ai eu la flemme. Et, et donc j'ai juste pris les livres qui me restaient là près de moi. J'ai dit je vais lire cela. Comme ça au moins ça sera lu et puis après je pourrai tout simplement les ranger. Et en prendre d'autres par la suite. Voilà, donc comme ça vous savez tout. Donc j'espère que ce bilan lecture vous aura plu. J'espère que mes prochaines lectures vous tentent ou vous donnent peut-être envie. Donc voilà, ce bilan lecture est terminé. J'espère que pour vous tout va bien. Moi ça va. J'ai pas mal de bonnes lectures pour le moment. Mon mois de janvier a été riche. J'espère que mon mois de février le sera aussi, même s'il est très court vu qu'on n'a que 28 jours. Donc je vais essayer de m'activer pour lire le plus de livres possible et vous faire, je vais y arriver, le plus de bilans possible. Voilà. Donc bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Donc ça sera un nouveau bilan lecture. Et vous souhaiter donc un très bon week-end. Bonne lecture à vous. Et puis bah écoutez, bon courage. Peut-être qu'il y en a qui travaillent aujourd'hui. Donc bon courage à vous. Si ce n'est pas le cas, et bah écoutez, bon week-end. Profitez-en bien, ayez de bonnes lectures, et moi je vous dis donc à la prochaine pour un nouveau bilan de lecture. Bye bye!